midi à tous. Aujourd'hui, nous allons à nouveau faire un petit voyage dans le temps en revenant sur l'arrivée du maïs dans nos contrées. Je vais le mettre en perspective avec une plante nouvelle également venue des Amériques qui commence à être développée afin de répondre à de nouveaux impératifs. Je veux parler ici de la sylphie. À propos du maïs, je voudrais faire un petit brin d'histoire. Cette plante exceptionnelle a conquis la terre entière après avoir été domestiquée par les civilisations précolombiennes, notamment au départ au sud-est du Mexique. En préparant ce topo, j'ai également fait un peu de recherche et j'ai notamment apprécié les sujets traités par Nota Bene, un grand vulgarisateur en matière d'histoire. Il nous fait faire un voyage complet depuis l'an -9000 avant notre ère à aujourd'hui, et je vous mets d'ailleurs le lien dans la description. J'ajoute également le documentaire réalisé à partir du témoignage de Jean Becbédé, ancien cadre de Maïsadour. Le développement du maïs s'est fait en Europe à partir des porcs, car importé par Christophe Colomb et ses collègues, cette plante, à l'époque, en 1492, avait déjà conquis une bonne partie de l'Amérique centrale et de l'Amérique du Sud et servait déjà de base à l'alimentation humaine et animale. En Europe, le développement se fera à partir des ports, comme Séville ou en France Bordeaux, ce qui explique sa place importante au départ dans le sud-ouest de la France. Dans tous les cas, son développement va être freiné par la concurrence qu'elle faisait au blé, céréales bénies des dieux, avec toute la symbolique qui s'y rattache depuis le christianisme en passant par le pain quotidien. Dans le Grand Est, à l'exception de l'Alsace, le développement de cette graminée va se faire à partir des années 1958-1960 dans le département des Vosges, qui est un département de polyculture élevage. Le RGA va nous donner quelques informations. Par exemple, en 1948, on comptait 294 hectares avec des rendements entre 6 et 10 quintaux. En 58, on passe à 590 hectares et 28 quintaux. Là, on est en maïs grain. Ces chiffres évoluent et en maïs fourrage, en 1988, il y aura 10 600 hectares et 15 000 en 2000. Du côté du maïs grain, on va passer de 150 à près de 1000 hectares. L'arrivée de cette céréale n'a pas été sans poser de gros problèmes lors des premiers essais initiés par les instituteurs itinérants chargés de la vulgarisation des techniques agricoles. Ces problèmes vont d'abord commencer par le semis, parce que cette céréale est beaucoup plus grosse que le blé ou l'orge, ce qui complique son mode de semis. Le semis à la volée est évidemment inimaginable, et le semis en ligne avec les semoirs dont on disposait dans les années 50-60 était inadapté. C'est donc grâce aux semoirs à betterave que l'on va commencer de faire les premiers semis pour ces premiers essais. Le semis a été réalisé, il va falloir se battre contre la concurrence des mauvaises herbes, et à cette époque, les principaux ennemis, c'est la ravenelle, c'est le kénopode, c'est éventuellement les diverses variétés de vesses. Donc, une nature généreuse, et les herbicides n'étaient pas encore vulgarisés, et notamment ceux spécifiques du traitement du maïs. Donc les seuls moyens de lutte, c'était la pioche, afin d'effectuer le binage, éventuellement un binage mécanique pour ceux qui étaient équipés. De toute façon, en ce qui me concerne, j'ai encore le souvenir de ces journées passées à piocher le maïs, afin qu'il émerge au milieu des mauvaises herbes, dans ces parcelles d'essai que notre père avait faites en 1960. Et c'est vrai qu'à cette époque, on ne piochait pas que le maïs, on pouvait aussi piocher les betteraves ou les choux fourragers. De nombreuses grand-mères s'en souviennent encore. Il est encore facile aujourd'hui de voir ces scènes en Afrique ou dans certains pays d'Asie. Dans le domaine des herbicides, il faut se rappeler que la simazine a été mise au point en 1956 et développée dans les années 60, avant d'être interdite en France en 2003. L'atrazine créée en 1958 aura le même parcours. On a réussi à sauver le maïs. Il est magnifique, il mesure 1,80 m, 2 m, il était plus grand que vous. On n'avait jamais vu ça. Et quelle surprise, quelle valorisation de l'effort qu'on avait fait pour cette plantation. Mais comment récolter une plante aussi gigantesque? L'herbe, on savait faire, le foin, les betteraves, les patates, on savait faire. Mais cette plante gigantesque, comment faire? Le résultat des premiers essais sera réalisé par la fauche en verre pour les vaches à partir de la mi-août
Et quelle récompense de voir les vaches engloutir ces grands bâtons de maïs que l'on avait fauchés à la main. Donc, au début des années 60, la consommation du maïs va se faire en verre. Mais une autre technique faisait également son entrée à cette époque, c'est l'ensilage. En parallèle de l'ensilage d'herbe, on avait donc aussi la possibilité d'ensiler le maïs avec une ensileuse qu'il fallait modifier car il y a une grande différence entre du maïs et de l'herbe. On apprendra même plus tard que la coupe devait être suffisamment fine et le grain éclaté pour obtenir une meilleure valorisation par les ruminants. L'introduction du maïs dans l'alimentation du troupeau a été une révolution, une véritable révolution, car cette graminée avait un potentiel énergétique formidable. Elle a permis d'équilibrer des rations en quantité beaucoup plus facilement, même s'il était particulièrement handicapé par son faible taux azoté, obligeant une complémentation avec des tourteaux, essentiellement d'ailleurs d'origine américaine, USA ou Brésil. Ce modèle sera très critiqué dans les années 70 car il rendait l'élevage dépendant des sources d'approvisionnement en protéines, ce qui est toujours vrai d'ailleurs, aujourd'hui même si l'on cherche à améliorer la situation. Cette révolution de la culture du maïs a également donné une plus grande sécurité dans l'alimentation des troupeaux car dans les années 50-60, cette alimentation était essentiellement dépendante de la culture de l'herbe ou des prairies naturelles dont la récolte était souvent aléatoire, notamment en qualité. Cette culture du maïs, même si elle a connu un grand succès, a vu des éleveurs maintenir leur système foin et betteraves fourragères afin d'améliorer l'alimentation de leurs troupeaux. C'est quand même les critères rendement et régularité des rendements, mécanisation aussi bien en semis, en récolte qu'en stockage, qui l'aura emporté. Et aujourd'hui, en France et en Europe, l'essentiel des rations s'appuie sur le maïs. Même s'il est interdit dans certaines régions, et notamment dans les zones fromagères, dans des zones à AOC, notamment les fromages de garde, les comtés, les Beaufort et quelques autres, une nouvelle plante est arrivée, également originaire d'Amérique, mais peut-elle connaître le même développement? Une nouvelle plante, pas tant que cela. Dans les années 1950, l'URSS avait fait un inventaire des nouvelles plantes à ensilage et en 1963, un symposium faisait un bilan d'une cinquantaine d'espèces diverses, ombellifères, polygonacées, etc. Et en 1975, une dizaine d'espèces étaient retenues pour leur performance, dont Silphium perfoliatum. Cette plante, originaire des plaines du nord-est des États-Unis, disponible dans certains jardins botaniques en Europe, sera testée par l'INRA en France à partir de 1974 par l'équipe de M. Niqueux, chercheur à l'INRA et basé à Clermont-Ferrand. Un gros travail avait été fait pour en apprécier ses caractéristiques. C'est d'ailleurs Myriam Sachot, conseillère en agronomie à la Chambre d'agriculture de Meurthe-et-Moselle, qui a suivi des expérimentations dans son département, qui m'a transmise que le contexte par rapport aux années 60 a changé. Car si les besoins en termes de production sont toujours plus élevés, le réchauffement climatique, mais aussi l'évolution de la demande sociétale, amène les éleveurs à reconsidérer l'organisation de certaines productions. Une moindre dépendance à l'eau, la sylphie présente une moindre grande exigence en matière d'eau, car cette plante étant implantée, elle aura un mode de vie beaucoup plus pérenne. Du côté des coûts de production également, les coûts de production sont nettement plus faibles, car au-delà du coût élevé d'implantation, 1500 à 2000 euros à l'hectare, elle peut se renouveler pendant 10 à 15 ans, sans semis, sans travail du sol, sans coût de phytosanitaire. Cette plante, comme le maïs, peut être utilisée en alimentation, mais aussi assurer l'approvisionnement de méthanisation. Par contre, cette plante s'utilise plante entière, à la différence du maïs, qui a deux modes de récolte, plante entière ou grain. Cette plante a fait l'objet d'un suivi technique par des techniciennes des chambres d'agriculture des Vosges et de Meurthe-et-Moselle. J'ai utilisé ces éléments et j'ai eu l'occasion de voir, lors de l'opération Sylphidée organisée par son promoteur en France, Amédée Perrin,
Cette opération de promotion a déclenché chez moi l'envie de faire cette vidéo car elle m'a renvoyé vers le début des années 60 où je découvrais chez mon père à l'exploitation familiale une plante nouvelle avec ce formidable potentiel qu'avait le maïs. Cette découverte a d'ailleurs été renforcée lors de mes études à l'école d'agriculture de la Barotte à Châtillon-sur-Seine où cette céréale était déjà semée depuis plusieurs années et faisait le bonheur du troupeau de vaches laitières Schwytz que l'école avait à cette époque. Membre de Meurthe-et-Moselle m'a précisé le contexte des essais d'implantation ont confirmé d'ailleurs la nécessité de l'implanter sur une parcelle propre, éviter la concurrence d'ailleurs avec du maïs. Les valeurs alimentaires sont assez différentes. Les chiffres donnent un taux de matière sèche plus faible, 13 à 15% au lieu de 30% pour le maïs. Par ailleurs, la valeur alimentaire en coupe directe ou en silé, avec quand même des pertes par écoulement de jus. Donc j'ai repris les valeurs issues des études des chambres d'agriculture Meurthe-et-Moselle et Vosges, donc, où on a une comparaison des valeurs alimentaires sur les analyses de 2020 et de 2021. Donc on compare la sylphie au stade bouton floral, comparé au maïs en silage, et donc on a les valeurs comparées en matière sèche, en UFL, en PDIA, PDIE et PDIN. Donc là, je ne vais pas les détailler, je vous laisse tout simplement les lire comme moi et donc observer les différences dans ces différents critères. Cette plante présente un intérêt important en méthanisation compte tenu de sa productivité et de ses faibles coûts de production. C'est aussi un bon point pour l'environnement car cette plante assure une couverture permanente du sol et limite le lessivage et l'érosion. La culture est conduite avec 0 phyto dès la 2e année. Par ailleurs, c'est une plante mellifère. Elle assure un abri pour la petite faune sauvage et même un abreuvoir pour les insectes. Et en résumé, la sylphie semble prometteuse pour apporter une solution écologique aux unités de méthanisation en tant que fourrage. Elle pourrait permettre de sécuriser des bilans fourragers sans pour autant constituer une ration riche et équilibrée à elle seule. C'est la conclusion de l'étude, donc je remercie Myriam Sachot pour ces informations et je mets des informations complémentaires en description et les coordonnées de Sylphie France que vous trouverez en dessous donc dans la barre de description. Un grand merci pour votre attention pour ce sujet et puis un autre rendez-vous sur un autre sujet, toujours avec la même logique, mettre en perspective ce que l'on faisait hier. Est-ce que l'on fait aujourd'hui? Est-ce que l'on fait aujourd'hui est si nouveau? Eh bien écoutez, le débat est ouvert et puis rendez-vous à un prochain sujet. Bye bye.